Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Boran Zaza et je suis la directrice des communications et du développement à Orchestre Canada. Avant de commencer, j'aimerais souligner qu'Orchestre Canada est un organisme virtuel. Cela signifie que nous travaillons à partir de l'endroit où nous vivons. Mon bureau se trouve à Rimouski, au Québec, une belle ville située dans la région du Bas-Saint-Laurent, juste à la frontière de la péninsule Gaspésienne. Ces régions se trouvent sur les terres traditionnelles non cédées des Premières Nations, Wolastoqik, Waspikuk et Mi'kmaq. Lorsque Rich a approché Orchestre Canada dans l'espoir de faire une demande de subvention pour la première version du rapport sur le répertoire des orchestres canadiens, nous avons été très enthousiastes à l'idée et nous avons été extrêmement heureux d'apprendre qu'il avait obtenu un financement. Lors de notre congrès national l'année passée à Hamilton, sa présentation du rapport a été très puissante et nous a ouvert vraiment les yeux. Cette deuxième édition du rapport sur le répertoire des orchestres canadiens est une collaboration précieuse avec le Centre national des arts et BIPOC Voices sur la direction de Rich. Je ne veux pas en dire trop parce que nous avons Rich ici avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à Rich pour le reste de présentation d'aujourd'hui. Merci. À toi la parole, Rich. Merci, Boran. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rich Coburn. Je suis le fondateur du BIPOC Voices, qui est un organisme qui a pour but de descendre les barrières, descendre les affaires qui ne nous permettent pas de diversifier notre programmation dans l'opéra et aussi dans les orchestres. Et je suis aussi le gestionnaire principal des partenariats communautaires et de diversité des répertoires à l'Orchestre du Centre national des arts. Alors, pour ceux qui connaissent le rapport de l'année passée, ça va être très similaire à ce qu'on a fait cette année à ce rapport-là. Il y a quelques changements, mais on va en discuter un petit peu. On va regarder quatre choses aujourd'hui. On va regarder tous les compositeurs en quête d'équité. On les a programmés à travers nos saisons canadiennes. On va faire une petite comparaison avec le Canada et les États-Unis. Puis on va aller plus en détail pour regarder les compositrices femmes et non-binaires et aussi les compositeurs pandac. Et juste pour définir les termes, quand on dit non-binaire, ici on parle du monde qui s'identifie hors du binaire des hommes et des femmes. C'est-à-dire que c'est bien possible qu'il y ait des compositeurs qui utilisent d'autres mots pour s'identifier, mais pour être capable de faire des statistiques, on les a mis tous ensemble sous le terme non-binaire. Et quand on parle du PANDAC, on parle de personnes autochtones, noires et de couleur. Euh, Oui, c'est ça. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions, à lever la main. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Vous pouvez aussi poser des questions à la fin de la présentation, mais je serai content de répondre aux questions pendant la période. Je vais commencer d'abord par parler de quelques changements qu'on a fait du rapport depuis l'année passée. On a fait des consultations en hiver avec, je ne me souviens pas exactement le numéro, mais je pense à peu près 15 orchestres sur qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui a été utile et peut-être qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer le rapport de l'année passée. On a fait beaucoup d'analyses l'année passée, dont personne n'a mentionné pendant ces rencontres. Alors, on a coupé une grosse partie de cette analyse cette année pour faire un rapport qui est beaucoup plus simple. L'année passée, le rapport a été 60 pages, cette année, c'est 20. Et à la place, à chaque rencontre, il y avait plusieurs personnes qui ont parlé de ce qui était notre premier appendix l'année passée, qui était une liste de toutes les œuvres par les compositeurs en quête d'équité qu'on a trouvées pendant nos recherches. Et le feedback qu'on a reçu continuellement, c'est que c'était bien d'avoir cette liste-là, mais ce serait encore mieux si on pourrait voir l'instrumentation qui est nécessaire pour jouer ces œuvres. Alors, cette année, on a dévoué beaucoup de temps
à chercher des instrumentations pour le plus grand numéro de morceaux des compositeurs en quête d'équité qu'on aurait pu trouver. Alors, on va regarder ce nouveau outil qu'on a bâti cette année en plus de détails un peu plus tard. Mais ça, c'est les deux grosses différences. Je vais, oups, je vais juste, donnez-moi une petite seconde, commencer à partager le rapport avec vous. Euh, et au début, on va regarder, il y a 19 organismes qui ont partagé leurs données directement avec nous. C'est-à-dire, ils ont partagé un rapport de OPAS ou dans un fichier Excel ou dans un document Microsoft Word, quoi que ce soit, mais toute leur programmation, souvent avec les instrumentations incluses, si ça vient de OPAS. Et pour toutes ces organisations-là, on a offert et on va offrir l'année prochaine aussi, de faire une rapport sur mesure. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la tendance en bleu pour tous les orchestres qu'on a recherchés. Et puis en vert, on voit les tendances pour l'orchestre. On ne dit pas lequel, mais ça pourrait être votre orchestre si vous n'avez pas déjà fait. Euh, les mêmes numéros, les mêmes paramètres pour votre orchestre pour que vous pouvez le comparer aux tendances générales. Et puis, si vous avez soumis votre data, je vous remercie encore, puis vous allez recevoir ce rapport très, très bientôt. Et puis, ben, on va passer aux premières graphiques pour que je pourrais expliquer un petit peu plus, puis on va passer à travers le data. Alors ici, on va commencer par regarder les chiffres pour tous les compositrices et compositeurs en quête d'équité. Alors avant qu'on parle de cette data, je vais vous parler de quelques affaires qu'on va voir sur les graphiques. Premièrement, il y a une gap, il y a comme pas de data dans une deuxième place à gauche. Ça représente la saison 2021 qu'on n'a pas étudiée pour des raisons qui sont assez claires, j'imagine. Mais on a inclus cette zéro, on va dire cette zéro cette année parce que je pense que ça rend la date un peu plus facile à voir. L'autre chose qui est différente que l'année passée, à droite, vous allez voir une barre gris qui représente la population canadienne. Alors, si on utilise la même définition, les personnes qui se considèrent comme femmes, comme non-binaires ou comme PANDAC, ça représente 68,6% de la population canadienne. Alors, ça, c'est pour donner une point de référence à notre progrès et nos data. C'est pas pour dire que ça, c'est sa seule point de référence qui pourrait être importante ou même pertinente, mais je voudrais cette année donner ce contexte qu'on n'a pas donné l'année passée. Euh, alors ici, on voit les saisons complètes. On voit que la tendance, c'est qu'on continue à augmenter notre programmation comme pourcentage de la saison, notre programmation des compositrices et compositeurs en quête d'équité. On voit aussi que le changement entre la saison 22-23 et la saison 23-24 n'est pas aussi grand que les changements qu'on a déjà vus. Alors, le, le, le tendance dans une bonne direction, ça devient un peu plus plate et puis c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas voir dans le futur. Euh, alors, ça, c'est comme une façon de regarder cette data. Le prochain graphique est très chaotique, puis on ne va pas faire ça pour tous les data, mais c'est juste pour renforcer le point. Ça, c'est ici, on a désagré, c'est le mot français. Ça, c'est pas le moyen, ça, c'est chaque ligne représente une orchestre. Alors, ce qu'on voit ici en haut, c'est la ligne rouge qui représente encore la population canadienne. Et en bas, on voit tous les parcours différents des orchestres différents. On voit des grosses montées et descentes, mais en général, la plupart des orchestres sont entre 0 et 20 de leur saison sont écrits par les compositeurs en quête d'équité. Et on peut clairement voir qu'il y a une légère tendance vers le haut, ce qui est plus ou moins ce qu'on voit sur le graphique qui vient avant. J'imagine que pour ceux
de vous qui sont sur cet appel, c'est assez probable que vous êtes un peu plus haut que le moyen dans les organismes qui prennent ce travail plus au sérieux, mais ce n'est pas nécessaire. Mais pour tout le contexte, pour tout ce qu'on a parlé dans les conclusions, c'est important de se souvenir qu'on a tous des chemins assez différents à travers ce travail. Prochainement, on va comparer le Canada avec les États-Unis. Alors, il y a beaucoup de données qui ne sont pas collectionnées ici, mais on voudrait comparer une même métrique canadien et américain. Alors, le Institute for Composite Diversity a deux rapports qu'ils ont fait en lien avec le League of American Orchestras, qui sont disponibles sur le site web du League of American Orchestras, qui font exactement la même affaire, ce qu'on fait ici au Canada avec ce rapport ici. Euh, les analyses sont des fois un peu plus détaillées, des fois non. Des fois, ils mesurent des affaires différentes aussi. Par exemple, eux, en général, ils ne mesurent pas la longueur des morceaux. Ils mesurent combien de fois on a programmé des morceaux par les compositeurs PANDAC, les compositrices femmes non-binaires. Alors ici, on a comparé le même métrique américain avec canadien. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que même avec tout le data qui nous manque, la tendance est vers le haut. C'est une tendance assez similaire. On voit qu'il y a une programmation plus diverse aux États-Unis, mais en même temps que la population des États-Unis est plus diverse que la population du Canada. Alors, j'ai inclus ce graphique-là parce que si ça vous tente d'aller plus en détail dans le data, vous pouvez regarder ce rapport de Institute of Composite Diversity en sachant que les numéros pour le Canada seront un peu différents, mais les tendances qui sont décrites là-bas risquent d'être similaires. Et merci, Lauren, d'avoir mis toutes ces affaires dans le chat. On va maintenant passer à une analyse qui est un peu plus précise. On va commencer avec les compositrices femmes et non-binaires. Alors ici, c'est le même que le premier graphique qu'on a vu, mais là, on regarde seulement les compositrices femmes et non-binaires. Alors, c'est-à-dire, si on tient compte du numéro de fois qu'on a programmé les morceaux, le numéro de fois qu'une consort a été répétée et des longueurs des morceaux. Cette saison, le 23-24, il y a 7,7% de la saison qui a été écrite par les compositrices femmes et non-binaires. Et comme on voit, comme notre référence à droite en gris, c'est 50,8% de la population qui s'identifie comme femme ou non-binaire. Dans une note ici sur ce chiffre, dans le census 2021, c'est le premier census, j'espère que c'est le bon mot, census. C'est le premier census canadien où on avait l'option d'identifier comme non-binaire. Il y avait des tendances dans cette data que les milléniaux et les générations plus jeunes sont 7 fois plus probables à s'identifier comme non-binaires que les générations Gen X et plus haut. Et aussi, on peut attendre que, vu que c'était la première fois que c'était fait, c'était pas une technique, mais la démarche n'a pas été parfaite. Alors, il y a plusieurs raisons pour attendre que ce numéro de personnes qui s'identifient comme personnes non-binaires va continuer à augmenter. Peut-être pas énormément, mais ça reste à voir. Alors, ce numéro-là, ça risque à augmenter un petit peu dans le prochain census. Alors, ça, c'est un peu de contexte. Là, sur le prochain graphique, on va voir la même affaire, mais on va laisser à côté la longueur des morceaux et vous allez voir que les numéros vont monter un peu. Alors ici, on monte de 7,7% cette saison si on tient compte des longueurs, jusqu'à 13,7% si on ne tient pas compte. Alors là, on regarde le même genre de data que quand on comparait le Canada avec les États-Unis. Ici, on voit que, encore une fois, la tendance est clairement vers le haut. C'est une tendance très claire. Il y a toujours 50,8% de la population qui s'identifie comme femme et personnes non binaires.
Alors, il n'y a pas grand-chose à dire autrement sur cette graphique. Si on passe à la prochaine, c'est la dernière pour les femmes et les personnes non-binaires. Ici, on regarde la longueur des œuvres écrites par les personnes qui s'identifient comme femmes et non-binaires, comparée à la longueur des œuvres écrites par le monde qui s'identifie comme des hommes. Alors, on voit que cette année, cette saison 23-24, on a en fait allé dans la mauvaise direction. On a commencé à programmer des morceaux qui sont plus courtes vis-à-vis des hommes. Euh, le data, c'est jamais comme toujours vers le haut et vers le droit. Alors, ce n'est pas nécessairement problématique, mais c'est intéressant à remarquer parce qu'on n'aimerait pas voir une continuation à cette tendance ici. Euh, et ça, comme qu'on va voir quand on regarde aussi le data pour les personnes PANDAC, ça c'est le facteur plus signifiant qui contribue à la fait que notre diversification cette année, c'est moins qu'on a vu dans les saisons avant ça. On va maintenant passer à regarder exactement les mêmes chiffres pour les compositeurs PANDAC, personnes autochtones, noires ou de couleur. Alors ici, on voit que après une augmentation au début de nos recherches, le chiffre a resté plus ou moins pareil. En fait, ça a descendu par 0,1% de la saison cette année. On va voir la même raison dont on vient de discuter avec les compositrices femmes et non-binaires dans deux graphiques. Aujourd'hui, dans 2024, c'est à peu près 35% de la population, selon Statistique Canada, qui s'identifie comme PANDAC. Si jamais vous cherchez cette data, il y a comme, en fait, en français, ce serait, j'imagine, les minorités visibles et aussi les personnes autochtones. Il y a deux catégories qu'il faut mettre ensemble dans Statistique Canada si jamais vous cherchez cette data. Et c'est intéressant de remarquer que au début des années 40, on attend que ce numéro va augmenter jusqu'à 50%. Alors, on a à peu près 15, 16, 17, 8, 17 ans avant que le ratio entre les personnes blanches et les personnes non blanches au Canada, c'est intéressant à considérer quand on va revenir à cette pensée plus tard, mais quand on pense à 10 ans dans le futur où on veut être. Encore une fois, on va sur le prochain graphique voir les mêmes chiffres, mais sans tenir compte de la longueur des morceaux. Et encore une fois, les numéros sont beaucoup plus grands. Et puis dernièrement, on va regarder, similairement, on a vu une descente dans cette métrique cette année vis-à-vis des années précédentes. Encore une fois, qui n'est pas nécessairement la fin du monde si c'est quelque chose qui se passe à travers une an, mais si c'est une tendance, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour nos efforts de diversification. C'est intéressant à remarquer que ces chiffres-là, pour les compositrices femmes et non-binaires, sont très, très similaires que les chiffres pour les compositeurs PANDAC. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si on regardait d'autres éléments, parce que là, on parle de deux éléments. On parle de genre et on parle d'ethnicité, mais on pourrait aussi parler de plein d'autres sujets, plein d'autres façons dont un compositeur pourrait être en quête d'équité. Si on regardait ces autres façons aussi, je ne sais pas si on trouverait des chiffres similaires ou non. Euh, alors là, encore une fois, on voit que cette descente dans la longueur des œuvres des compositrices et compositeurs PANDAC, ça c'est le contributeur majeur à mettons, à la fait que nos augmentations sont moins grandes que dans les années précédentes. Alors, ça, c'est le data à haut niveau. Puis, comme je vous ai dit au début, cette année, on n'a pas descendu dans les fines data. Vous pouvez voir dans le rapport de l'année passée beaucoup plus de façons de trancher cette data et aussi dans le rapport de Institute for Proposed Diversity. Il y a beaucoup plus de détails.
mais je trouve que vraiment, ces data-là, c'est tout ce qu'on a besoin pour comprendre les défis et les tendances. Et on a mis le reste de nos efforts dans un outil pour aider la programmation. Avant de passer à une conclusion ou à plusieurs conclusions, je vais poser pour une seconde s'il y a des questions que quelqu'un veut poser. OK, bien, je vais passer aux conclusions, mais c'est toujours un bon moment si vous avez des questions. Alors, il y a trois conclusions de haut niveau que je pourrais tirer de cette recherche-là. Premièrement, si on revient au début, ici, la tendance continue que nos saisons deviennent plus diverses. Ça, c'est le premier fait, c'est très, très clair. Deuxièmement, euh, la vitesse auquel on devient plus divers, ça ralentit. Alors, la différence entre 22-23 et 23-24 est la plus petite différence qu'on a vue à date. Puis pour les raisons dont on vient de discuter, qu'en général, on programme cette année qui vient de se terminer des œuvres plus courtes. Puis la troisième, ça va prendre un peu plus d'explication. Euh, il y a plusieurs façons de voir ces recherches. Il y a plusieurs façons de regarder l'idée de diversification de répertoire. Une façon avec laquelle j'imagine on est tous habitués à penser, c'est la perspective du monde qui sont dans l'industrie, dans les orchestres ou dans le monde classique. C'est-à-dire qu'on a peut-être des conversations avec nos collègues, avec nos amis sur le travail qu'ils font, sur le défi qu'ils ont, sur le travail, les, euh, les réussites en quête de diversifier le répertoire. Puis maintenant, ça fait partie de mon titre, diversité de répertoire. Alors, je travaille sur ce sujet, puis je comprends, c'est un problème très complexe. C'est pas facile nécessairement. Des fois, c'est plus facile, mais des fois, ça pourrait être plus compliqué. Et alors, ça, c'est une perspective, qu'on fait de progrès, puis tout progrès qu'on fait, ça devrait être célébré. Puis, je voudrais qu'on se souvienne aussi qu'il y a des progrès de toute manière ici qui s'est fait. Puis, c'est pas juste quand on voit un petit bar qui est légèrement plus haut sur le graphique des moyens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des progrès, qui font beaucoup de progrès d'une année à la prochaine. Une deuxième perspective, ça c'est la perspective de quelqu'un qui ne vient pas du monde orchestral. Alors là, il y a plusieurs raisons pourquoi on aurait pu décider de diversifier notre répertoire. Euh, mais une de ces raisons, pas la seule, mais une de ces raisons, c'est parce que on veut créer une atmosphère où toute notre communauté se sent bienvenue, se sent qu'il pourrait venir, se sent qu'il sera représenté d'une manière sur la scène. Et puis, quand on regarde, je vais essayer aller, je vais parler maintenant du Person Panda. Euh, je peux parler de mon expérience personnelle, mais aussi de beaucoup de mes collègues, aussi des chercheurs qu'on a engagés pour cette recherche. Quand on voit que le pourcentage des œuvres par le compositeur Pandac, c'est relativement bas comparé à la population. Si on ne sait pas que c'est 5,3% puis que ça a descendu par 0,1%, 0,1%, mais on comprend, si on va à un concert, la chance, c'est qu'on ne verra pas d'œuvres écrites par une personne Pandac. Si on va sur un site web et on regarde les œuvres, c'est c'est un peu plus, ce serait plus cette graphique ici qu'on regarderait pour ça, mais on voit que toujours il y a une grosse différence entre la population et ce qu'on va voir sur les scènes. Puis aujourd'hui, en 2024, les groupes en quête d'équité sont habitués à l'idée que les compagnies, les organisations, leur, je ne sais pas si le mot sollicite, mais par exemple, on a tous vu, peut-être que vous l'avez remarqué ou peut-être non, mais une photo d'une grande compagnie où il y a 50 employés, dont trois qui sont Pandac, puis les trois Pandac sont dans la première rangée pour que tout le monde les voit. Ce pas les plus importants de la compagnie, mais ils sont dans la première rangée. Puis, ça se peut que vous ne le remarquez pas, ça se peut que vous le remarquez, mais le monde Pandac, on remarque souvent cette genre d'affaires. Alors, il y a une différence entre qu'est-ce que le monde dit qu'il veut faire et qu'est-ce qu'ils font pour vrai.
Alors, tout ça, c'est comme un peu de contexte pour dire que je pense, c'est pas un consensus, mais il y a comme une opinion qui est assez commune euh, chez mes collègues, chez aussi mes connaissances qui sont pas dans la musique, dans le monde classique, que le travail qui se fait, c'est bon, mais c'est pas nécessairement assez vite pour qu'il fait attention. Autrement dit, que en dépit de tous les efforts qu'on a faits, on n'évolue pas assez vite, on n'évolue pas suffisamment pour s'intéresser du monde qui se voit pas sur la scène. Alors, tout ça, c'est pas arrivé au point que ce rapport au sujet, et c'est mon avis personnel, que si on veut avoir si on veut être vu très différemment dans nos communautés, si on veut changer notre réputation dans notre communauté, puis on regarde spécifiquement en diversité de la répertoire, il faut penser à 5 années dans le futur, il faut penser à 10 ans dans le futur et voir qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut être à ce moment-là. C'est pas pour dire, je sais que j'ai mis ces points de référence-là, c'est pas pour dire que nos saisons devraient nécessairement être exactement pareilles comme le démographique de la population, parce qu'il y a comme des vraies raisons pourquoi ça se peut que pour la plupart des organisations, ça va jamais arriver. Puis c'est bien correct. Mais il faut décider où est-ce qu'on veut être. Puis si on travaille en arrière, qu'est-ce qu'on veut décider qui sont nos objectifs pour cette année, l'année après, pour qu'on puisse arriver en 5 ans, dans 10 ans, à une place où on veut vraiment être, si on veut avoir une réputation différente, si on veut que le monde nous voit différemment. Puis, comment on veut que le monde nous voit, c'est une question différente pour tous les organismes. On a tous des caractères différents, on a tous des communautés différentes. Euh, il y a vraiment des raisons différentes pour vouloir faire ce travail, puis c'est vraiment pas pour moi d'avoir un avis sur qu'est-ce que vous devriez faire, choisir pour vos propres organisations. Mais la recommandation, c'est toujours que si vous ne l'avez pas déjà faite, puis je sais que probablement il y en a qui a déjà fait déjà, vous décidez, vous regardez sur cette plan de 5 ans, de 10 ans pour reconstruire où on devrait être pour arriver où on veut être. Alors, pour redire très, très vite, les 3 conclusions de ce rapport sont qu'on continue à diversifier, qu'on diversifie cette saison un peu plus lentement qu'on a fait auparavant et que si on veut changer d'une façon dramatique la façon dont on est vu dans nos communautés, il faut penser à la long terme, puis décider sur des objectifs internes. Ben, je veux dire faux, c'est pas moi pour dire qu'est-ce qu'il faut, mais c'est suggérer qu'une façon d'y arriver, c'est que on regarde 10 ans dans le futur, 5 ans dans le futur, on décide où on veut être, puis on décide sur les objectifs internes pour voir si on est vraiment capable et intéressé à faire ce travail-là. Et aussi, ça va provoquer beaucoup de discussions sur c'est quoi notre identité comme orchestre. Je vais poser une autre seconde pour vous laisser poser des questions si vous en avez. Et puis après ça, je vais vous partager l'outil de programmation. Oui, donc si vous avez des questions pour Rich, vous pouvez tout simplement ouvrir vos micros puis poser la question. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser la boîte de clavardage. Bon, semble que qu'on n'a OK. pas de questions pour l'instant, mais Pas peut-être grave. oui, mais peut-être tantôt pour la période de questions-réponses à la fin. Alors ici, la dernière affaire que je voudrais vous partager, je m'excuse, c'est juste en anglais, mais il y a très, très peu de texte. Euh, L'année passée, on a fait un appendix de tous les œuvres des compositeurs en quête d'équité qu'on a trouvés dans nos recherches. Cette année, comme vous pouvez voir, on a cherché l'instrumentation pour autant de ces œuvres qu'on était capable de les trouver. Alors, ce qu'on a ici devant nous, il y a 2 filtres. Le premier, c'est l'instrumentation qu'on a présente. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il y a 216
17 résultats. Si je mets par exemple de flûte, de hautbois, de clarinette, on voit que le numéro descend parce que ça donne juste les résultats qui fit avec l'instrumentation qu'on a ici. Si on descend de percussion en 2, c'est encore moins. Et puis ici, on peut chercher par les groupes en quête d'équité par les femmes, euh, par le mot PANDAC, en anglais c'est IBPOC ou BIPOC, ou par les deux. Et l'idée ici, c'est que on a vraiment fait cet outil en consultation avec vous. Puis j'aimerais ça entendre du feedback si vous en avez. L'idée, c'est de créer quelque chose qui peut vous aider à, quand vous avez quelque chose, vous cherchez quelque chose, à vraiment passer à l'action, vous voir l'organisation ou des fois les organisations qui ont programmé cette œuvre-là. Si vous avez des questions, vous pouvez parler à la bibliothécaire. Et c'est vraiment pas super compliqué. L'idée, c'est de faire quelque chose qui rend la tâche de trouver les œuvres, qu'on comprend, ça pourrait prendre beaucoup de temps de trouver les nouvelles œuvres, le plus facile possible. Euh, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tout ça, le rapport et aussi cet outil, c'est pas encore publié sur notre site web, mais ça va être sur notre site web morebipocvoices.com et vous allez aussi le recevoir par courriel de Orchestre Canada. Alors l'année prochaine, la semaine prochaine, vous allez voir ça dans vos courriels et vous aurez tout de suite accès à tout ça. Est-ce qu'il y a des questions sur cet outil, sur le rapport ou sur n'importe quoi d'autre que je pourrais vous répondre? Si je peux me permettre de, Ben oui, de poser une question, mais d'abord, merci beaucoup pour ce rapport. Je suis ce projet depuis que tu l'as commencé et je trouve ça vraiment inspirant. Et aussi, ça nous ouvre vraiment les yeux. Les données vraiment racontent des histoires à propos de notre milieu et de notre communauté. Donc, c'est vraiment intéressant et important de voir ça et comprendre tout ça. Ma question était si les gens ou les orchestres aimeraient s'impliquer plus dans ce rapport pour les prochaines éditions. mhm. Quelle est la meilleure façon pour entrer en contact avec toi? Super. Merci pour la question. Je vais mettre mon courriel dans le chat. Si vous avez plus tard des questions, si vous voulez, ben, quand ça vient le moment pour demander des submissions de saison l'année prochaine, c'est certain qu'on va faire ça avec Orchestre Canada. Alors, vous allez voir des courriels, mais si tout de suite, après ça, on vient de finir les recherches pour la saison 23-24, si tout de suite vous avez vos saisons 24-25, vous voulez les envoyer maintenant, c'est jamais trop tôt. Puis, comme je vous ai dit au début, on encourage, en essayant d'encourager le monde de partager leur saison avec nous, on donne ce rapport spécialisé pour chaque orchestre, pour n'importe quel orchestre qui partage ces informations avec nous. Est-ce qu'il y a un format préféré pour partager les saisons avec toi? Le format préféré, c'est le format qui est le plus facile pour vous. C'est-à-dire, pour nous, c'est quelque chose qui est dans un fichier Excel. C'est très, très facile à manipuler. Mais si vous avez juste les datas dans un fichier en Word, un document Word ou Google Sheets ou n'importe quoi, on va accepter ça aussi parce que ça rend quand même la tâche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile que d'aller entrer par mail, faire des erreurs parce qu'on n'a que des humains, etc. Ok, super. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, Rich est ici avec nous, vous pouvez en profiter. Vous pouvez juste les écrire dans le boîte de clavardage ou d'ouvrir vos micros et poser la question. Et nous avons un commentaire de Marie-Ève Paquin qui dit que tout est très clair. Merci beaucoup. Je pense que c'est la beauté des Ben, choses, hein. Quand tu as bien expliqué les choses, il n'y a pas de question. ben, s'il n'y a pas de questions, si vous avez des questions plus tard, je suis toujours à l'écoute et ouvert à vos opinions, vos avis, comment on peut mieux faire le travail.
Et je voudrais prendre une minute pour remercier, vous allez voir dans le rapport que vous allez recevoir, de remercier tous mes chercheurs, aussi de remercier Orchestre Canada qui a soutenu ce travail, et aussi de vous remercier toutes qui font le travail genre, avec moi et aussi en parallèle avec moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. C'était vraiment inspirant à voir qu'on a parlé avec des orchestres à travers le Canada en préparation pour cette deuxième édition, qu'il y a des personnes de toutes les positions qui sont venues pour nous jaser. Il y a des bibliothécaires, il y a des directeurs artistiques, il y a toutes sortes de personnes. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui sont placées différemment dans des organisations qui travaillent sur ça et qui soutiennent ce travail. Alors, je vous remercie toutes et tous euh, pour ce travail et je suis là pour vous soutenir si je peux le faire aussi. Et nous aussi, on aimerait te remercier de fond de corps, Rich, pour ce travail extraordinaire, très important. Et nous allons être en contact avec vous dès que le rapport est sorti sur le site web de More BIPOC Voices. Nous allons la partager, ainsi qu'un enregistrement de la session d'aujourd'hui. On vous encourage à partager ça avec vos collègues ou avec toute personne qui peut être intéressée par cette recherche très importante. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Et merci, Rich. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.